Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire Prévention de Collecteam. Alors aujourd'hui, nous traitons d'un sujet d'actualité de plus en plus présente dans notre société qui est la question de l'endométriose. Ça a été un enjeu et c'est toujours un enjeu de santé publique depuis le début de 2022 avec le gouvernement qui a décidé justement d'en faire une priorité. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Éric Petit qui est radiologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, spécialisé sur l'endométriose. Et puis Hélène Antier, qui est cofondatrice de Liv, qui est une application en fait qui sert à accompagner les femmes qui souffrent d'endométriose. Voilà. Et puis nous, à Collecteam, où il y a 80% de femmes, eh bien, nous sommes partenaires de Liv que nous avons déployé au sein de Collecteam pour nos collaboratrices. Voilà. Alors, première question, peut-être à vous, docteur Éric Petit. L'endométriose, c'est une pathologie dont on entend de plus en plus parler. Est-ce que c'est ce dont on appelait autrefois les règles douloureuses et qu'on banalisait un peu en disant prends un space-fond, ça passera? Est-ce qu'on parle de la même chose ou pas? Absolument, oui, ça a toujours été ça, en sachant que les règles douloureuses ont toujours été banalisées, considérées comme un fait strictement normal, inhérent au statut féminin, malheureusement considéré comme devant souffrir normalement. Voilà. En pratique, c'est ça. Et ça fait 4000 ans que ça dure. Puisque, oui, parce que les symptômes cliniques de règles douloureuses étaient connus déjà par nos anciens, les Grecs, au temps d'Hippocrate, et il y avait déjà beaucoup de controverses sur la nature de cette souffrance. Et eux, ils avaient déjà présupposé, parce qu'il y a toujours eu un fil rouge d'organicistes au cours de l'histoire de l'endométriose qui est passionnante, au travers des siècles. Il y a toujours eu quelques praticiens, quelques médecins un peu plus éclairés que les autres qui pensaient que probablement il y avait un problème organique. Mais hélas, ils ont toujours été marginalisés et l'apothéose a été au Moyen-Âge où on a fini par considérer que la femme était définitivement folle. Voilà, que c'était un problème psychogène. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a dérivé sur l'hystérie, qui n'existe pas. Et les femmes hystériques au XVIIe siècle, à la Pitié, Salpêtrière, au XVIIIe, étaient enfermées dans les asiles de femmes, hein, par exemple. Voilà. Et donc, et Charcot avait en face de lui, non pas une hystérique, mais une endométriose, ISIC. C'est ça le drame absolu. Donc oui, c'est absolument ça. Et c'est très long de décapiter ce réflexe mental inhérent à l'humanité. Partout, sous tous les yeux, quel que soit l'horizon, on pense que la femme doit normalement souffrir. Donc, si elle crie trop fort, c'est qu'il y a un souci psychologique grave. Voilà. C'est presque écrit dans un texte fondateur de notre culture, quand même, dans la Bible. Oui, absolument, absolument. Ouais. Parce qu'en fait, on a tout mis dans le même eau du bain, c'est-à-dire que l'accouchement douloureux, c'est normal, c'est la logique absolue, et donc tout cela est normal. Voilà. Donc la douleur féminine n'a jamais été enseignée d'ailleurs. Hein, juste pour l'endométriose n'a été mise par nos soins divers et variés qu'en 2020 à la faculté de médecine, hein, quand même. Oui, c'est très récent. Ouais. Alors j'ai entendu hier soir, j'écoutais un podcast et un médecin disait même que le space-fond qu'on a fait contre les douleurs, finalement, c'est un médicament qui ne soigne pas les douleurs. C'est comme un morceau de sucre. Ça ne marche pas, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Et qu'on a créé un médicament pour dire, bon, elles ont un médicament pour les faire taire, en quelque sorte. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est temps de régler de tendre le cou à cette idée psychologène de la souffrance féminine. C'est organique, c'est hormonodépendant, il y a de véritables anomalies constatables grâce à l'imagerie moderne maintenant, mais il y a encore beaucoup y compris de gynécologues qui n'ont pas été renseignés, pas plus que les autres, qui pensent que l'endométriose, ça n'existe pas. Voilà. C'est terrifiant. Il y a même un courant, à mon avis, négationniste en ce moment. Voilà. Ah oui, carrément. Oui. Ouais. On sait qu'il faut souvent une quinzaine d'années pour qu'une recherche, une découverte médicale descende dans les cabinets médicaux. Là, est-ce que vous pensez que ça risque de prendre plus que 15 ans pour descendre dans les cabinets? C'est beaucoup plus long encore. Oui. Ça va être encore beaucoup plus long parce que c'est vraiment un sujet difficile cette idée prégnante de la douleur féminine psychogène, c'est-à-dire que c'est dans la tête, est encore largement répandue. On est largement en dessous du diagnostic positif cohérent et validé. C'est terrifiant, on en est très très loin.
Donc, il faut insister sur la validité d'abord de la parole féminine qui témoigne de ses douleurs et respecter cette plainte. Et ça n'est jamais, quasiment jamais le cas. Et c'est dramatiquement important. Pourquoi? Parce que l'interprétation, par exemple, des images sophistiquées que l'on fait pour trouver cette anomalie est complexe. Et la plupart ne sont pas formés à cela et passent à côté. Et ils passent d'autant plus à côté qu'ils ne sont pas alertés par les symptômes qu'ils ne considèrent pas comme valides en soi. Donc on tourne dans la négation du problème. Donc la femme revient chez elle et on lui dit finalement on ne trouve rien. Mais oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on trouve ce qu'on cherche et on cherche ce qu'on connaît. Alors, voilà. quand on ne le connaît pas, on ne peut pas le trouver. Vous avez parfaitement résumé la situation. Donc tout ça passe par la formation incessante sur tous les fronts de tout le monde, tous les praticiens, et y compris les paramédicaux. Tout le monde est incriminé et peut aider à la sensibilisation, à dire non, il y a un souci. Il suffit qu'il y en ait un qui dit stop. Voilà. Ouais. Alors, dites-moi, ça touche combien de femmes, en fait, en population générale? Et puis est-ce que ça n'apparaît qu'à partir de la puberté, du moment où les jeunes filles ont leurs premières règles? Et est-ce que ça disparaît avec la ménopause? Alors, ça touche d'abord, on dit classiquement, et les chiffres sont toujours les mêmes, qui sont répétés inédérablement, mais c'est faux, 5 à 10%. En fait, on est beaucoup plus proche de 15 à 20%, voire même au-delà, parce que les grandes études épidémiologiques de grande envergure n'ont jamais été menées, en fait. D'accord, on commence qu'à s'y intéresser vraiment il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, c'est au moins une femme sur 5 en âge de procréer actuellement. Et les symptômes commencent dès les premières règles, et la maladie est préparée in utero. D'accord. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités de dépistage précoce avant l'apparition des symptômes, des douleurs? Alors, pour l'instant, non. On n'a pas encore cette possibilité-là. On s'intéresse effectivement aux adolescentes et c'est déjà un grand triomphe par rapport à il y a 20 ans. Moi, je vois de plus en plus d'adolescentes, comme ce matin, par exemple, en IRM, où j'en ai vu 3 ou 4 qui avaient moins de 15 ans. Et chaque fois, j'ai posé le diagnostic d'endométriose avec des symptômes cliniques évidents. C'est-à-dire, c'est des jeunes filles qui loupent les cours à l'école systématiquement au moment des règles. Donc déjà, ça, c'est un symptôme patent et évident qu'il faut respecter. Et on peut faire le diagnostic très tôt. Il y a même des jeunes filles qui ont des douleurs qui augurent de l'endométriose et des douleurs parce qu'elles n'ont pas encore réglé, elles ont déjà des douleurs. Pelvienne par contraction utérine prémonitoire de l'affaire. Donc, c'est des signes augurants d'eux. Mais il y a encore beaucoup de gynécologues qui disent, enfin gynécologues ou médecins, ou peu importe la spécialité, mais la plupart des praticiens, quand ils sont consultés trop tôt, disent « mais vous êtes trop jeune pour l'avoir ». C'est un non-sens absolu, puisque ça commence en fait le plus tôt possible. Il faut s'y intéresser pour éviter le retard diagnostique qui est encore en moyenne de 10 ans. Il faut commencer à 12 ans à s'y intéresser. Voilà. Et la moyenne de celles qui arrivent dans notre cohorte, c'est 30 ans actuellement. Peut-être, Eric, quelques signes qu'on peut décrire. Justement, Hélène, j'allais vous demander, ces signes justement de jeunes filles qui vont aller à l'infirmerie très régulièrement, au collège ou au lycée, qui vont ne pas pouvoir faire du sport également dans le cadre scolaire, celles à qui on va donner très jeune une bouillotte. Son papa ou sa mère va pouvoir lui apporter une bouillotte en disant ça te soulagera, parce qu'aussi les parents pensent et de génération en génération on transmet cette idée qu'il est normal d'avoir mal au moins un peu pendant ses règles. Le petit space-fond ou alors le médecin généraliste qui va nous donner très tôt une pilule en continu pour couper les règles au plus jeune âge. Et donc tout ça, c'est des signes. Ça peut être aussi un passage aux urgences parce qu'on pense qu'on a une crise comment ça s'appelle la crise aiguë. J'ai un petit trou, Eric. Une crise aiguë d'endométriose. Parce que c'est des crises neuropathiques, c'est les nerfs qui souffrent. Donc, par exemple, oui, l'expression est variable, mais et ça peut être d'ailleurs, il y a parfois des pics douloureux plus que pendant les règles au moment de l'ovulation. Ça, c'est un signe d'appel aussi. Mais il faut faire attention à chaque fois au moindre signe douloureux. Il ne faut pas considérer que la douleur soit normale. On a incroyablement tout inversé. C'est-à-dire que si on pousse le paradoxe jusqu'au bout, on devrait hospitaliser les femmes qui se plaignent de rien, parce que ça veut dire que celles-ci sont anormales. Oui, c'est le silence des organes, effectivement. Il faut. Oui. Bon.
Donc, quand on souffre et qu'on considère que c'est normal, c'est là le début du drame et du retard diagnostique. Parce qu'en fait, au début, la maladie, anatomiquement, elle est très ténue. Hein. Vous savez, c'est pas facile de voir les lésions, les anomalies sur nos imageries. Il faut vraiment être motivé, chercher, comprendre la maladie, comprendre les aboutissants de tout ça. Et donc, la plupart ne sont pas du tout formés, donc ne la voient pas. Et c'est comme ça qu'on renvoie la patiente chez elle en disant franchement, vous voyez, on n'a rien vu, donc c'est réglé. Hein, et tant qu'on n'a pas cette preuve anatomique, la patiente n'est encore moins validée. Donc on considère encore plus qu'elle est psychologiquement défaillante. Voilà. Bien sûr. Alors comment est-ce qu'on est passé justement d'un regard banalisé sur ces douleurs de règles à vraiment la prise de conscience que c'est pas normal et qu'il y a vraiment une pathologie derrière? Bien, parce que je pense que la bascule est récente. Oui, c'est récent, c'est l'essor des 20 dernières années. Je pense que le mouvement MeToo nous a beaucoup aidés. Je pense que le mouvement féministe, dans la libération de la parole féminine, quel que soit le sujet, quels que soient les aspects de la vie de la femme, ont aidé à considérer que là aussi, il y avait quand même un souci, c'est que la génitalité n'était pas forcément, devait être vivre dans la douleur. Hein, moi, j'entends des propos, parce qu'on n'a pas abordé tous les symptômes, mais il y a aussi les fameux rapports douloureux en profondeur. Moi, j'ai entendu très souvent des femmes dire « Je pensais que la sexualité, c'était douloureux, c'était normal. » Donc, elles ont... Ah bon? Ah oui, c'est très... Il y a encore cette représentation-là, où avoir une relation sexuelle, c'est normal, c'est très douloureux. Ah oui, donc, et puis elle banalise l'affaire. Après, ça dépend des positions, donc inconsciemment, elle change, mais c'est considéré comme faisant partie de leur vie. Et donc, il y a vraiment, on a vraiment incriminé dans l'esprit de la femme qu'elle devait souffrir globalement, quelle que soit sa situation, et quels que soient les organes concernés, parce qu'en fait, c'est une maladie transversale qui touche tous les organes, tous les organismes, c'est ce que j'allais... les fonctions, pas seulement génitales, mais également digestives, urinaires, et ainsi de suite. Et donc, c'est la seule maladie qui réunit autant de symptômes, autant de fonctions diverses et variées. Donc, en fait, le diagnostic, il est très simple. Hein. Et la patiente, si elle fait attention, elle regarde tous ces symptômes, elle regarde, elle cherche sur Internet. Finalement, le plus souvent, c'est elle qui vient toute seule et qui dit « je dois avoir ce souci-là ». Avec les moyens modernes de la diffusion des connaissances, ainsi de suite, avec Internet, par rapport à il y a 50 ans, c'est plus simple. Et donc, le plus souvent, c'est elle qui tire la sonnette d'alarme avant même que le praticien y ait pensé. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce qu'on parle endométriose, on pense quand même sphère génitale, et vous dites que ça peut toucher d'autres organes. Bien sûr, parce que... Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que c'est une colonisation d'autres organes par les cellules de la muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre. Tout simplement parce qu'en amont, pour des raisons hormonales complexes de dysfonctionnement, avec trop d'oestrogènes par exemple, et ainsi de suite, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais la contraction douloureuse de l'utérus en résulte, et à partir du moment où la contraction est anormalement, et ça a été étudié largement avec des études manométriques de la contraction utérine chez les femmes avec ou sans endométriose, on sait qu'il y a des troubles de la contraction utérine majeure qui font ces règles si douloureuses, voire abondantes, et à partir de là, ça expulse anatomiquement les cellules de l'endomètre, la muqueuse utérine qui tapisse la cavité utérine, ailleurs. D'abord, normalement, par le flot des règles, ça s'évacue tous les mois, ça témoigne que la femme n'est pas enceinte, mais finalement, dans cette maladie, eh bien, elle s'échappe, ces cellules, pour contaminer le muscle utérin lui-même, mais surtout, il y a un reflux des règles dans l'autre sens, par les trompes. Donc, ça saigne dans le ventre. À partir du moment où ça saigne dans le ventre et dans des conditions où il y a aussi des troubles de l'immunité sous-jacente associés, eh bien, qui prédisposent à l'affaire, et tout ça est génétiquement piloté aussi, eh bien, les cellules peuvent coloniser d'autres organes. Et à partir du moment où elles colonisent d'autres organes, tout est possible. C'est pas seulement l'ovaire, ça peut être aussi le rectum, qui est derrière l'utérus, ça peut être n'importe quelle structure digestive, ça peut être la vessie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et surtout, tous les nerfs pelviens, qui commandent tous les organes autour, que ce soit la sphère digestive, urinaire ou génitale. Et donc, ces douleurs, si on ne fait rien, finissent par se chroniciser. Et un jour, avec l'errance diagnostique et la non-validation de diagnostic, on peut aboutir 10 ou 15 ans plus tard à des douleurs quotidiennes et qui compliquent la vie de la femme dans toutes ses fonctions. Donc, ça devient un cauchemar. Et qui sont résistantes aux antalgiques. Oui, alors après, on utilise pour les règles douloureuses, la seule chose dans les médicaments dits antalgiques de palier 1, ce sont les anti-inflammatoires qui marchent un temps. Mais
elles augmentent les doses régulièrement. Un jour, ça ne marche plus, et après, il n'y a plus rien. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette escalade de la prise des médicaments anti-inflammatoires qui un jour ne fonctionnent plus. Hein, et là, je ne parle pas du spasfon, il y a des médicaments qui marchent sur les règles douloureuses. Mais au-delà de ça, au bout d'un certain temps, ça ne fonctionne plus, parce qu'on ne traite pas la cause, en fait. Hein. Donc, il faut traiter la cause en amont, qui sont, en gros, une histoire de plomberie, entre guillemets, de fuite des règles. Il faut l'arrêter, cette fuite. Hein, voilà. Mais il y a aussi tout un présupposé, comme quoi les règles, ça purge l'organisme, tout ça, c'est les idées moyenâgeuses. Hein. Ah, les règles, ça ne sert à rien. Bah oui, c'est considéré comme sain. Bon. En fait, les règles, ça ne témoigne juste que la femme n'est pas enceinte, sinon ça n'a aucune fonction. Hein. Voilà. Donc, autant comme c'est l'ennemi de la femme quand elle est à l'endométriose, il faut les supprimer. Et hélas, pour l'instant, nous n'avons que le traitement hormonal, dit la pilule en continu sans règles, et ça fonctionne très bien, ça stoppe la maladie, et ça évite la chronicisation douloureuse si on le donne suffisamment tôt, et ça évite les complications liées à des maladies trop sévères ultérieurement, parce que plus elle est sévère, le second problème à terme au-delà de la douleur, c'est la fertilité qui peut en souffrir. Quand il y en a trop, la patiente peut devenir moins fertile. Hein, ça peut compliquer sa fertilité. Donc, si on veut éviter tout cela, il faut agir le plus tôt possible. Quand vous dites ça stoppe la maladie, en fait, ça ne la soigne pas, ça ne la guérit pas, le fait de la prendre la pilule en continu. Absolument. Ça met juste sur pause. Ça, on peut soigner, on ne guérit pas. Hein, donc, il faut absolument Est-ce que vous pouvez juste préciser la différence entre soigner et guérir pour que ça soit clair pour tout le monde? Guérir, ça veut dire qu'on éradique la maladie, on n'en parle plus, et puis après, plus rien n'est nécessaire comme thérapie. Alors que là, non, on l'accompagne tout le temps. Il faut bien faire comprendre à la femme, hélas, que c'est chronique. C'est-à-dire que tant qu'il y a des hormones circulantes, c'est-à-dire tant que la femme n'est pas ménopausée, la maladie peut continuer à se développer et à s'aggraver. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut stopper le processus évolutif. On la soigne très bien. C'est-à-dire que non seulement par la pilule, il y a d'autres moyens pour soigner tous les symptômes liés à cette maladie, qui sont par exemple les troubles digestifs, qui sont le syndrome du côlon irritable, parce qu'elles sont toutes c'est constant, ça. C'est même parfois le seul symptôme avec des comorbidités systématiques quasi. Oui, tout ça, c'est lié aux perturbateurs endocriniens par intolérance alimentaire. Donc, il faut s'en occuper aussi. On peut soigner en appliquant les bonnes méthodes avec les bons praticiens. Et par exemple, pour ce qui est de la nutrition, il faut faire une optimisation, un équilibrage alimentaire à visée anti-inflammatoire. Ça se fait très bien. Et ces patientes en bénéficient énormément. Mais vous voyez, c'est des mesures conjointes à la prise de pilules en continu, parce qu'il y a plein de méthodes de façon à soulager tous les symptômes Alors, ça dépend de chaque patiente. Elles n'arrivent pas toujours au même stade, ainsi de suite. Chacune, et c'est personnalisable, tout ça, c'est évident. Hein, donc, parce qu'il y a autant quasiment d'endométriose que de femmes. C'est pour ça que ça complique encore la chose. Voilà. Ouais. Hélène, est-ce que vous, parmi le panel de femmes que vous accompagnez avec cette application, est-ce que vous avez repéré des profils, effectivement, de femmes qui ont soit des diagnostics très tardifs ou qui ont des syndromes du côlon irritable associés, etc. Parce que votre application est un outil d'accompagnement des femmes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer? Alors justement, vous voulez que je vous décrive l'application ou simplement les profils? Oui, les deux. D'abord l'application, ensuite les profils que vous avez pu voir. Oui. Très bien. Donc, nous, on a développé, donc je suis cofondatrice de Liv, on a développé une thérapie digitale donc, qui vraiment rend accessible toutes les méthodes en santé intégrative pour l'autogestion des symptômes en complément du parcours de soins. Donc, évidemment, cette thérapie digitale ne remplace pas le parcours de soins. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'abord de comprendre la maladie pour mieux la gérer, donc pour faire de ces patientes des patientes éclairées, y compris dans leur parcours de soins et quand elles rencontrent des médecins comme Eric en consultation, puisque le temps est compté aussi avec les spécialistes. Donc, il s'agit vraiment de bien comprendre ce qui nous arrive. Et on travaille sur différents piliers, donc celui de la connaissance, celui de l'activité physique adaptée, donc pour mettre les tissus en mouvement et prendre à nouveau du plaisir aussi à bouger, puisqu'on a tendance à moins bouger, évidemment, alors que c'est quand même extrêmement important. On a un pilier qui est celui de la nutrition, Eric en parlait, c'est une maladie inflammatoire, donc on agit aussi sur cet aspect-là.
On a un pilier sur la santé mentale et cognitive. Donc là, c'est vraiment pour abaisser les niveaux de douleur, donc avec des exercices de cohérence cardiaque, de méditation, de sophrologie. Je n'avais pas précisé pour l'activité physique adaptée. On parle de yoga, pilates, de séances d'étirement spécifiques à l'endométriose. Et enfin, on a un pilier sur la vie affective, intime et sexuelle, puisque c'est évidemment un tabou. On le sait, mais souvent aussi pour les médecins eux-mêmes et pour les patients. Donc, on travaille sur ces aspects-là. C'est une application qui est basée évidemment sur la science et qui a été co-conçue avec des entrepreneurs, des patientes et un comité médical et scientifique dont fait partie le docteur Petit, ici présent. Et donc, l'objectif pour nous, c'est véritablement de mener des études d'impact de nos programmes sur ces femmes, ces patientes. On a été sélectionnés dans plusieurs congrès internationaux, notamment le Congrès mondial de l'endométriose en 2023 et dans plusieurs villes européennes cette année où on a pu présenter cette étude. Et donc, on a pu prouver dès maintenant qu'on avait un impact positif donc, sur l'amélioration de la qualité de vie, sur les dysménorrhées, donc les douleurs de règles, sur l'endobélie, donc là, c'est le ventre dur et gonflé comme une femme enceinte dont on parle très souvent, sur les douleurs neuropathiques, l'anxiété, la dépression et l'indice global des symptômes. Et donc, parmi nos participantes et les femmes qui utilisent cette application, on a différents types de profils. On a celles qui viennent d'être diagnostiquées et donc là, qui sont vraiment dans une découverte totale de leur maladie et qui ont besoin vraiment de prendre énormément d'informations. On a celles qui ont déjà testé des choses depuis pas mal de temps, avec plus ou moins de succès, donc qui ont testé différentes choses sur l'alimentation, l'activité physique, mais qui ont du mal à mettre en place des routines et donc à modifier leur mode de vie. Et on a celles, je dirais, qui sont un peu plus expertes parce qu'en fait, ça fait des années qu'elles cherchent par elles-mêmes des sources plus ou moins fiables et qui vont vraiment chercher à ancrer ces habitudes de vie dans leur quotidien. Donc nous, notre objectif, c'est véritablement de les rendre autonomes et donc d'abord de les faire passer à l'action au-delà de l'information. Et donc, elles sont autonomes après sur la mise en place de ces habitudes de vie. Alors, elle s'appelle comment, cette application ? Alors, cette application s'appelle Liv, L-Y-V, et pour la petite histoire, Liv veut dire vie vivant, donc c'est un diminutif, et refuge. Et donc, c'est vraiment ce que l'on cherche à faire, c'est prendre du plaisir à manger, à bouger, pouvoir retrouver ses amis et pouvoir partager des moments, de bons moments, pouvoir aller au travail et donc ne pas s'isoler aussi quelque part. Et donc, souvent, quand on est atteint d'endométriose, on a l'impression qu'on va devoir vivre toute sa vie avec ses douleurs et ses symptômes. Ça fait extrêmement peur. On peut mettre des projets entre parenthèses. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de donner de l'espoir, de la mobilité et je dirais vraiment de la joie parce qu'on peut, on a conçu aussi cette application pour qu'elle n'entraîne pas que des sacrifices dans le mode de vie, mais vraiment pour qu'on s'approprie ces modes de vie, qu'on les teste et on trouve ce qui fonctionne bien pour nous, voilà, au cas par cas. D'accord. Alors, docteur Éric Petit, en fait, si moi j'ai ma fille, par exemple, adolescente, qui souffre comme ça lors des règles, ou j'ai ma compagne, si c'est le cas, la première porte d'entrée, c'est quel médecin qu'on va voir en premier? Quels sont les examens qu'il faudra faire? Alors, idéalement, dans un monde idéal, qui n'est pas encore le cas, loin de là, il faudrait aller voir ce que j'appelle, moi, des endométriosologues, c'est-à-dire des praticiens spécialisés parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une activité intense pour mieux comprendre cette maladie. Moi, à titre d'exemple, ça fait 25 ans que je ne fais que ça. C'est-à-dire que je ne vois que des patients d'endométriose toute la semaine, toute l'année. Bon. Et dans le réseau que j'ai créé il y a plusieurs années aussi, tous les gens sont passés de 20 à 50 à 80 et quasiment 100% d'activité dans ce domaine, quelle que soit sa spécialité d'origine. Bon. Donc, peu importe à la limite la porte d'entrée, il suffit de rencontrer un praticien qui disait « Ah, madame, là, oui, vous me parlez de symptômes qui évoquent l'endométriose. » Alors après, pour le valider, il faut aller voir un radiologue spécialisé dans le domaine qui est capable de faire le diagnostic, idéalement, à la base. Idéalement, c'est l'échographie pelvienne endovaginale. On l'a démontré scientifiquement plusieurs fois que c'est l'examen de référence chez la patiente, évidemment, non vierge. Bon. Et chez la patiente vierge, l'alternative qui fonctionne quand même à condition
de se donner les moyens de comprendre comment interpréter ceci et de savoir exactement comment aboutir au diagnostic en lisant correctement les images, c'est l'IRM pelvienne. Voilà. Donc c'est l'un ou l'autre en fonction de la virginité ou pas. Donc, si c'est l'IRM, comme le plus souvent à l'adolescence, on peut y arriver à 13 ans, 14 ans, évidemment, en général, c'est ça. Et après, dès qu'il y a eu des rapports, il ne faut pas hésiter, c'est l'échographie endovaginale. Le seul souci, c'est que approximativement, et c'est hélas sans paraître prétentieux, mais c'est dramatique, nous sommes, je pense, actuellement qu'une vingtaine dans le monde à savoir vraiment faire ça. C'est-à-dire faire un diagnostic précis par échographie endovaginale experte, c'est rarissime. Donc, une échographie endovaginale considérée comme normale en fonction, alors qu'il y a les symptômes évocateurs, ne veut rien dire. Donc, faut D'accord. Donc, ça veut dire en filigrane que finalement, un médecin gynécologue qui connaît bien l'endométriose et qui, au vu des signes cliniques qui sont rapportés à la consultation, ne peut pas établir le diagnostic ou peut l'établir, mais il sera moins approfondi, moins précis? Il établit cliniquement, donc on le sait. Oui. Moi, le questionnaire que j'utilise est pertinent et suffisant pour faire le diagnostic. On le sait déjà. Après, il faut faire la cartographie anatomique et confirmer à la patiente qu'elle a ceci ou cela. C'est-à-dire qu'il y a des sites anatomiques plus ou moins précis. C'est un puzzle variable d'une patiente à l'autre, même s'il y a quelques grandes lignes, mais qui permet d'asseoir le diagnostic en disant « Madame, oui, vous l'avez bien ». Ça correspond à vos symptômes, ça correspond aux lésions, aux anomalies que je vois. Il peut y avoir une correspondance, pas toujours, mais parce que le drame de cette maladie qui complique tout, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle dans notre jargon de corrélation entre les anomalies anatomiques que l'on voit et les symptômes. D'accord ? C'est bien pour ça que parfois il y en a qui en ont à peine et c'est un cauchemar quotidien. Et j'en vois régulièrement qui ont des formes très sévères avec très peu de douleur. Donc, oui, c'est décorrélé. Et oui, ça n'est pas corrélé. Donc, ça complique tout, si vous voulez. Donc, tant qu'on n'en a pas vu des milliers et des milliers, je pense qu'on ne peut pas vraiment cerner ce qui se passe. On n'a pas l'habitude et on peut passer à côté de beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il faut pousser les gens qui veulent se spécialiser à un moment donné dans ce domaine-là. Et c'est largement nécessaire parce qu'il y a tellement de millions de femmes atteintes que, voilà, on n'est jamais assez nombreux pour faire face à la déferlante. Ouais. Donc, pour résumer, le médecin gynécologue, lui, qui est formé à l'endométriose, peut établir le diagnostic. Et ensuite, les examens que vous proposez permettent d'approfondir le diagnostic et de pouvoir aller plus loin, peut-être, dans la prise en charge. Oui, parce qu'il faut avoir une vision cartographique complète qui concerne aussi les risques pour la fertilité pour pouvoir dresser. Moi, à chaque fois que qu'une patiente sort de chez moi, je lui fais un plan thérapeutique. C'est-à-dire qu'elle va voir un tel, un tel, pour faire face, pour améliorer sa qualité de vie. Parfois, il faut même opérer. Il y a une nécessité dans les cas les plus graves. Donc, tout dépend du bilan anatomique précis. Quand vous dites opérer, ça veut dire... ça veut dire, dans des cas heureusement limités, c'est-à-dire que, par exemple, dans notre structure de soins, dans notre réseau de soins basé sur Saint-Joseph, où on opère les cas les plus graves, on est passé en 20 ans de 40% de chirurgie à 10 ans. À 10%, pardon. Donc, on opère de moins en moins parce qu'on s'est aperçu que la chirurgie n'est pas du tout la panacée pour la plupart des patientes. Parce que la plupart des patients n'ont pas une endométriose suffisamment grave anatomique qui menace des organes. Par exemple, parfois, vous avez une menace sur le rein. Parce que les conduits qui vont entre le rein et la vessie sont bouchés et que ça peut détruire le rein. Encore une fois par an, on est obligé d'enlever un rein à une patiente qui arrive à un stade beaucoup trop sévère, tardivement, et qui a détruit son rein. Donc vous voyez, c'est des cas heureusement très rares, mais c'est encore le cas. Parce qu'il y a un tel retard diagnostique qu'il y a parfois des femmes qui arrivent dans des situations hallucinantes, avec par exemple des occlusions sur des lésions, des anomalies digestives profondes suffisamment sévères, qui bouchent le côlon, le gros intestin, et elles se retrouvent en urgence, et c'est révélateur parfois. Quand elles arrivent en urgence, elles se sont pleines de pour une occlusion en fait. Elles arrivent en occlusion. Et quand on arrive pour une occlusion et finalement elles repartent avec une endométriose. Voilà, c'est ça. Donc on opère en urgence, mais on s'aperçoit qu'il y a une endométriose qui n'a alerté personne, alors qu'elle avait tous les symptômes. Bon, et ça c'est heureusement rare, mais c'est quand même, c'est classique, on en voit. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des cas où c'est le dernier recours, mais on n'a pas le choix, il faut opérer. Bon, donc le plus souvent on n'en a pas besoin, heureusement, et d'une certaine façon, moins on les agresse chirurgicalement, mieux c'est. Donc on peut arriver à traiter correctement, médicalement et de façon paramédicale, ce d'autant qu'on y est arrivé suffisamment tôt.
Est-ce qu'il y a, c'est une question pour vous deux, Hélène et puis Eric, est-ce qu'il y a des facteurs d'environnement ou d'hygiène qui peuvent augmenter ou faire baisser les symptômes? Ça a été un peu évoqué tout à l'heure par Hélène et l'application Live. Oui. Est-ce que si on avait 3 conseils ou 5 conseils à donner aujourd'hui à une adolescente ou une femme qui souffre d'endométriose sur les facteurs environnementaux et d'hygiène, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je te laisse parler, Hélène. Voilà. Oui, en fait, je pense qu'il y a une exposition notamment à tous les produits, je dirais, qu'on trouve voilà, dans la nature, dans l'agriculture, etc. Ça compte pas mal. Évidemment, en tous les cas, pour mon cas personnel, mon schéma familial, ça a été relativement le cas. Et donc, ça, vous voulez dire les pesticides? Oui, tout à fait. Oui. Tout ce qui est pesticides, oui. Tout à fait. Après, il y a toutes les expositions à tout ce qui est la viande, la charcuterie, etc. Tu me coupes, Eric, si je me trompe, mais ça va être toutes ces expositions-là. Et après, ça va être tout ce qui est plastique. Voilà, donc ça veut dire parmi les conseils, c'est éviter notamment les plastiques, les produits neufs. Ça peut être tapis, canapé. Plastique, oui. Vous voulez dire les microplastiques? Alors, ça va être par exemple qui ont une influence. Quand on conserve sa nourriture, par exemple, privilégier plutôt les contenants en verre, par exemple. Oui, tout ça, ça fait appel aux fameux perturbateurs endocriniens, qui sont c'est un booster et un révélateur de la maladie, un aggravateur. Donc, c'est pour ça que cette maladie, elle est non seulement génétique, mais épigénétique, modifiée par les facteurs environnementaux. Et c'est pour ça, je pense qu'elle explose. C'est une maladie de civilisation actuelle extraordinairement fréquente, parce que on baigne dans une civilisation toxique depuis longtemps. Et entre autres, comme élément, on a par exemple clairement identifié que la chlordécone était à l'origine dans les Antilles. Une endométriose majeure avec des formes très sévères là-bas. Parce que le chlordécone, on en parle pour la prostate, effectivement. Oui, mais c'est quand même aussi le versant féminin, c'est l'endométriose. Voilà. Et, oui, par exemple, c'est un exemple entre autres, mais on peut les multiplier à l'envie. Après, on va privilégier aussi les fruits, légumes de saison, voilà, enfin, en bio, local, voilà, aussi. Absolument. Donc ça, c'est hélas un facteur important et prégnant. Effectivement, l'environnement est à prendre en compte. Ça modifie les génétiques. Alors évidemment, il y a des prédispositions et puis il y a différentes formes. Entre la forme grave et la forme bénigne anatomique, il y a tout un monde. Mais là encore, je rappelle que les symptômes cliniques ne sont pas corrélés à cela. C'est pas parce qu'on a beaucoup de douleurs dans tous les secteurs qu'elle est grave anatomiquement. Donc ça veut dire, c'est important comme message, que la plupart des femmes, parce que la plupart ont inconsciemment en tête, elles pensent qu'à une chose, la plupart, il faut désamorcer la bombe nucléaire de l'infertilité. C'est pas parce qu'on a beaucoup de douleurs qu'elle est grave et qu'on va être infertile. C'est vrai qu'il y a une corrélation, c'est le seul moment où il faut en parler, c'est la corrélation entre l'anatomie extensive de la maladie, la gravité de la maladie est corrélée à la fertilité. Ça, c'est vrai. Plus il y en a, plus c'est risqué. D'accord? Donc, mais c'est pas les douleurs, non. D'accord. Oui, donc, plus il y a d'endométriose, plus c'est risqué pour la fertilité. Par contre, plus il y a de douleur, ça ne veut pas dire qu'il y a des risques de fertilité. Exactement. Or, on a toujours tendance, enfin la femme qui n'est pas au courant de sa maladie, a toujours tendance. Mais le mari aussi, il pense aussi à mari. Parce que le réflexe, c'est de dire, et celle qui est très grave, elle doit souffrir encore plus que moi. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses et dire tout de suite, la plupart que je vois ne sont pas infertiles. Il y a quand même dans le lot des femmes qui ont endométriose, 30%, ce qui n'est pas négligeable, qui ont des soucis de fertilité, ce qui n'est pas non plus de la stérilité. Ça complique le trajet, le parcours. On fait appel à ce qu'on appelle l'aide médicale à la procréation, et le plus souvent, ça finit par fonctionner, d'accord? Même si le parcours est plus long, plus compliqué. Mais ça ne rend pas stérile. Voilà. D'accord. Et Hélène, dites-moi, l'impact de l'endométriose dans la sphère professionnelle. Je pense à toutes ces femmes qui travaillent, qui en emploient, et puis les services de ressources humaines. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Quel est cet impact? Tout à fait. Alors, l'impact, il est important, et il est important souvent dès l'orientation, c'est-à-dire qu'en fait, toutes ces jeunes filles qui ont grandi, qui ont commencé à se projeter dans l'avenir et dans un métier, etc., certaines sont déjà dès le départ dans un processus de se dire comment je vais pouvoir trouver une activité professionnelle qui est compatible avec mes douleurs, mes symptômes, etc. Donc ça, c'est important de le savoir. Qu'il
qu'il y en a qui vont renoncer à un choix d'orientation à cause dès l'adolescence. Absolument. Et il y a celles aussi après qui feront des réorientations, en tout cas des reconversions dans leur vie professionnelle, ou celles qui vont éviter des chemins de carrière rêvés au départ. Donc ça, il faut le considérer parce que c'est aussi des rêves et un épanouissement professionnel qui sont impactés. Et sur la vie professionnelle, je pense que vous pouvez vous projeter. Donc, on a un chiffre clé qui est de 70% des femmes souffrent de douleurs chroniques souvent invalidantes, ce qui signifie qu'on doit apprendre à vivre avec dès les plus jeunes années et donc tout au long de notre vie. Et on devient quelque part aussi résistante à cette douleur. En tout cas, on apprend à faire les choses avec. Et donc, ça veut dire qu'on parle souvent d'absentéisme, mais il y a surtout la question du présentéisme. C'est-à-dire que oui, on va tout mettre en place pour pouvoir être bien présente au travail. Comme disait Eric tout à l'heure, d'ailleurs, parfois, c'est tous les jours qu'on souffre. Donc, c'est pas seulement 3 à 4 jours par mois. Donc, on doit être présente et on doit faire notre maximum pour assurer, parfois peut-être plus que d'autres, justement, aussi pour donner l'impression que tout est normal, puisque c'est un sujet tabou. Et donc, aujourd'hui, dans la sphère pro, il y a vraiment, je dirais, ces aspects. Aujourd'hui, on parle du coût, notamment du coût colossal pour l'employeur et pour la collectivité. Et donc, évidemment, ça a un impact fort, tout ça, sur la performance sociale. Je peux peut-être vous donner quelques chiffres qui sont intéressants. Allez-y. Donc, on a aujourd'hui 11 heures de perte de productivité en moyenne par semaine et par femme. Ça représente 9 500 € de coûts, dont les 2 tiers en perte de productivité chaque année par femme. Et sur le coût total… Quand vous dites par femme souffrant d'endométriose? Oui, absolument, par femme souffrant d'endométriose. Population générale, oui. Tout à fait. Et on sait aujourd'hui que ça représente 10 milliards de coûts par an à la collectivité. Et donc, ce n'est pas non plus par hasard qu'on a une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été lancée en 2022 et qu'on a enfin parlé de cet impact sur la vie professionnelle, puisque véritablement, ça a un effet extrêmement fort au sein des organisations, des entreprises, avec des femmes qui ne peuvent pas faire ce qu'elles font. Et après, véritablement, pour vous parler, je dirais, de concrètement ce que ça veut dire, on peut imaginer des femmes qui sont sur leur lieu de travail, qui vont avoir du mal à s'asseoir, à se lever, à se pencher, à rester debout s'il y a besoin de rester debout. Ça va être aussi des complications liées notamment et des passages plus fréquents aux toilettes. Donc des toilettes qui sont peut-être mal placées dans un open space ou dans un bureau dans lesquels on va manquer d'intimité, on aurait besoin d'y aller de manière urgente ou de manière prolongée, par exemple. Donc, par exemple, quand on imagine aussi ces femmes qui parfois se mettent en arrêt, ce n'est pas forcément non plus pour leur douleur, ça peut être plutôt pour une question de toilettes pas placées au bon endroit sur le lieu de travail. Intimité. Oui. Tout à fait. On va avoir aussi des femmes qui vont être un peu stigmatisées parce que peut-être vues comme moins fun au moment d'un pot de départ, d'un pot d'arrivée, donc qui ne vont pas prendre la petite coupe de champagne ou les petits fours comme tout le monde, et on va se dire mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle reste pas, etc. Donc on ne pense pas à tout ça, mais ça a un impact réel. Et bien sûr, il y a une question aussi, je dirais, relationnelle entre ses managers, ses collègues, parce que c'est taire ces sujets les uns les autres, ça fait aussi qu'on crée des situations de malaise, d'incompréhension en interne. Et donc nous, il y a encore une certaine honte au fait de souffrir d'endométriose et à ne pas pouvoir en parler avec son N+1 ou avec son service RH. Il y a une peur aussi des conséquences. Je pense qu'il peut y avoir des conséquences. En tout cas, c'est une peur sur l'évolution de carrière. Des conséquences dans une entreprise pas bienveillante. Tout à fait. Ouais. Alors, pas bienveillante ou pas suffisamment informée. On a fait quelques lancements où on avait des managers assez incroyables qui lançaient en disant « si j'avais su », c'est-à-dire après autant d'années, si j'avais su qu'autour de moi, il y avait des femmes qui étaient en souffrance comme ça. Voilà, donc c'est aussi des mea culpa. Et en fait, parfois, ça peut être aussi la manager qui peut être elle-même atteinte d'endométriose. Oui. Voilà, il faut penser à tout ça. Est-ce que vous avez remarqué s'il y a plus de sensibilité chez les managers femmes que chez les managers hommes, ou finalement les managers femmes qui ne souffrent pas elles-mêmes d'endométriose n'ont pas conscience de la situation et non, c'est pas parce qu'elles ce sont des femmes que finalement elles ont un regard plus bienveillant ou qu'elles adaptent mieux?
Je crois qu'il n'y a pas effectivement forcément de différence. En tout cas, on n'a pas fait de… Donc, je peux pas me baser sur des statistiques qu'on a pu regarder de près, etc. Mais je pense qu'entre femmes, puisqu'on communique la normalité d'avoir mal pendant les règles, je pense que certaines en sont vraiment convaincues. Donc, finalement, aujourd'hui, on a une écoute très importante de la part de DRH, de directeurs diversité inclusion, de mission handicap, etc., souvent parce qu'il y a au moins une reconnaissance de cette maladie, autant des hommes que des femmes. Les hommes, en tout cas, sont particulièrement touchés et souvent très présents aussi dans nos webinaires, puisque ça peut être leur femme, leur fille, leur sœur. Et donc, beaucoup ont cette expérience de la maladie et ne savent pas toujours comment agir pour leur venir en aide. Donc, aujourd'hui, on a des interlocuteurs vraiment… hommes et femmes, et je crois qu'aussi cette stratégie nationale toujours, qui n'en fait plus un problème de femmes mais un problème de société, on commence véritablement à le sentir. Ouais. Ma dernière question, en fait, au Sénat, il y a une proposition qui a été faite pour instaurer un congé menstruel. Ça a été refusé. Le Sénat a refusé qu'on établisse comme ça officiellement un congé menstruel au nom d'un côté du secret médical et de l'autre de la discrimination. Oui. Quel est votre regard sur cette situation-là? Alors, donc, chez Liv, on a un regard très, je dirais, partagé sur le sujet, c'est-à-dire que ça a permis de faire émerger les débats et ça, c'est extrêmement intéressant. Nous, on s'est demandé en interne ce qu'on en pensait aussi pour nous, pour les structures qu'on connaît bien, etc. Et en fait, il y a quand même une question autour du congé menstruel qui est la normalisation, c'est-à-dire que si on commence à dire qu'avoir mal, c'est normal et qu'il faut rester chez soi, ça isole les femmes, alors que de notre côté, on cherche à les maintenir en emploi et à ce qu'elles puissent continuer à vivre leur vie. Et donc, on préfère, évidemment, dans certains cas, c'est utile. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on est partagé. Pour certaines, c'est utile, ce congé, mais il ne faut pas oublier que puisque certaines souffrent plus de 2 jours par mois, oui. Voilà. C'est insuffisant. Problème avéré, c'est problématique. Et surtout, on veut leur faire savoir à toutes qu'il existe des méthodes justement pour améliorer sa qualité de vie et pouvoir aller au travail, avoir cette vie professionnelle, sociale dont on a toutes besoin. Donc, voilà. Et justement, l'application Liv permet d'améliorer ça, ce quotidien et de permettre de dépasser les symptômes et pouvoir mieux les maîtriser de manière à avoir une vie la plus normale possible. Tout à fait. Et ce que je peux ajouter peut-être, c'est la vision long terme chez Liv. On souhaite devenir la thérapie digitale, donc qui sera la première à être remboursée par la Sécu, prescrite par les médecins, donc en complément du parcours de soins, comme je vous le disais. Et donc ça, c'est effectivement une vision long terme. Et là, on est dans une phase intermédiaire de notre développement. On a des alliés, des pionniers comme vous, justement, qui vont permettre à leurs collaboratrices de déployer ce service pour améliorer leur qualité de vie. Donc, on le fait auprès des entreprises, des mutuelles, des assurances, des établissements de santé, notamment, par exemple, avec l'hôpital Paris-Saint-Joseph qui a déployé avec votre soutien. Et donc ça nous tient extrêmement à cœur. Et donc, l'objectif, évidemment, par ces partenariats, je dirais, c'est d'aller tous dans la même direction et de permettre à terme la non-discrimination vis-à-vis de cette thérapie digitale pour que toutes puissent y avoir accès, puisqu'on sait que c'est un coût personnel très important de vivre avec cette maladie. Oui, merci. Merci pour cet entretien. Maintenant, je vais prendre quelques questions des participantes. En fait, il y a Emeline qui demande s'il y a un meilleur moment dans le cycle pour consulter. Alors, non, il n'y a pas de meilleur moment, et notamment quand on fait les examens, et en particulier sur tous l'échographie pelvienne endovaginale experte, idéalement, c'est mieux d'éviter les règles parce que c'est un peu plus sensible au cours de règles. L'examen est un peu plus pénible. Voilà, donc ça, peu importe, quel que soit le moment du cycle, on peut faire le diagnostic de la même façon. D'accord ? Pour le confort de la patiente, si on peut éviter les règles, c'est mieux. Voilà, sinon, il n'y a pas de moment privilégié. D'accord. Il y a Aurélie qui dit qu'elle a 32 ans, 2 enfants, elle n'a plus envie d'avoir d'enfants. Et de manière médicale, son utérus n'est plus viable.
elle aimerait retirer l'utérus. Est-ce que ça pourrait soulager ses douleurs ou pas? Vous abordez tout à l'heure la question de la chirurgie. Pas forcément du tout. Donc, il y a effectivement une certaine mode, entre guillemets, qui fait penser que enlever l'utérus réglerait le problème, mais pas du tout. Surtout pas celles qui ont une chronicisation de la douleur qui passe par l'incrimination et l'irritation de tous les nerfs pelviens, dont le relais par la moelle passe par l'aire centrale de la douleur dans le cerveau. Donc, enlever l'organe périphérique ne réglera pas le problème parce que la douleur, elle s'est transposée avec le retard diagnostique ailleurs. Donc, si vous voulez, vous ne réglez rien du tout, voire même vous l'aggravez. Parce que à chaque fois qu'on va opérer, c'est quand même une agression. Hein. Donc, et cette agression, alors que c'est si elle intervient d'autant plus tard que la maladie est chronicisée, c'est une catastrophe. Donc, ça ne règle pas, ça règle juste le flux des règles, si vous voulez. Mais comme il y a l'équivalent plus simple qui consiste à prendre un traitement hormonal en continu sans règles, on n'a pas besoin d'opérer, d'enlever l'utérus. Le problème se pose pour des femmes qui se disent au bout d'un certain temps, parce que le problème des traitements hormonaux, c'est que c'est imparfait et qu'il y a un certain nombre de pilules qui ont des effets secondaires. C'est ce que j'allais vous demander. Certaines patientes qui en ont essayé 10, 12, 13, alors là on comprend qu'elles soient totalement lassées de ces essais multiples et qu'au bout d'un certain temps, disent enlevez-moi tout ça, on n'en parle plus. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple. Ça ne règle pas forcément, ça dépend du statut douloureux, il faut bien l'analyser et parfois on le déconseille de le faire. Alors il y a certains cas, éventuellement, pourquoi pas, au coup par coup, ça se négocie, ça se discute, mais c'est vraiment pas la solution magique. Voilà. D'accord. Anne-Laure demande s'il y a des patientes qui sont atteintes de fibrome. Alors le fibrome, c'est deux choses différentes, hein, ça n'a rien à voir. On peut avoir des fibromes en plus. Le fibrome n'est quasiment jamais douloureux, c'est pas le problème. Le fibrome, c'est autre chose. Donc, ça n'a rien à voir et c'est pas lié à l'endométriose. D'accord. Christine demande s'il y a un lien avec la fibromyalgie. Alors, ça, c'est la bouteille à la mer en permanence. On se discute, c'est-à-dire que la fibromyalgie, je pense qu'il y a beaucoup de cas de fibromyalgie qui ont été étiquetés comme tels et c'était en fait de l'endométriose. Hein. Maintenant, il y a effectivement une association potentielle. Il y en a qui ont réellement les deux. C'est vrai. Mais la fibromyalgie, c'est pas une entité facile à cerner non plus. Hein. Encore moins que l'endométriose. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. Hein. La fibromyalgie, le diagnostic semble assez délicat. Ouais. Oui. Émilie demande si le cocktail Doliprane toutes les 4 heures, plus bouillotte pour supporter la douleur le premier jour des règles, est-ce que ça doit alerter sur une éventuelle endométriose? La réponse? Oui, bien sûr. Oui. À partir du moment où on utilise des antalgiques et qu'on augmente les doses et que c'est significatif, c'est qu'il y a un souci. Hein, donc, ça veut dire que la douleur est suffisamment importante, parce que sinon, elle le ferait pas. Et en utiliser tous les 4 heures, c'est déjà beaucoup. Hein. Et après, il ne faut pas oublier qu'à un certain degré, le paracétamol... Le paracétamol est toxique. Eh bien, bah oui, c'est un anti-inflammatoire comme les autres, d'un certain nombre de doses. Donc, et ça, il faut faire attention. Les pharmaciens participent au diagnostic. On a sensibilisé les pharmaciens plusieurs fois par des webinaires, et eux disent, quand ils revoient la patiente arriver tous les mois avec la prescription de Doliprane et Dentadis à haute dose, ils disent madame, il y a un souci là, il faut consulter. Hein, c'est important. D'accord. Il y a Régine qui demande si les internes en médecine, en radiologie aujourd'hui, sont formés sur l'endométriose. Eh bien, on essaye, oui, de les former. On les forme. Moi, par exemple, oui, à l'hôpital où je suis, parce que je travaille aussi en ville, mais je suis un poste hospitalier à mi-temps. Eh bien, j'ai des internes, il y en a 2 chaque semestre qui viennent pour ça. Hein, qui viennent se former sur le sujet. Donc, c'est par rapport à il y a 20 ans où il y avait personne. Hein, donc, ça progresse. Et quand je fais des cours récemment, il y a le congrès francophone d'imagerie et de radiologie. Je fais des cours d'intervention tous les ans depuis presque 10 ans sur le sujet. Je vois le nombre exploser. Les gens étaient assis par terre. Là. Il y a de plus en plus de monde qui sont sensibilisés au problème. Parce que les femmes frappent à la porte en disant, est-ce que j'ai l'endométriose? Hein, il y a une pression importante et qui fait progresser les praticiens parce qu'ils sont obligés de répondre. Hein, donc, il faut qu'ils se forment. Voilà. Donc, ça progresse, oui. C'est mieux qu'il y a 20 ans. Voilà. C'est encore largement insuffisant parce qu'il faut une motivation pour ça. Je remarque qu'il y en a beaucoup qui ne tiennent pas parce que c'est des patients difficiles. Vous savez, c'est une pathologie chronique, hein, complexe. Et donc, il faut... Oui, la satisfaction médicale du médecin qui soigne, là, c'est quand même, il ne guérit pas.
il apporte du soin, mais il ne peut pas guérir les patients. Voilà. C'est quand même une certaine frustration médicale. La patiente peut revenir, ainsi de suite. Donc, on ne règle pas le problème en une seule fois. Oui, je crois que quelque part que les médecins comme Eric, justement, traversent aussi la vie des patientes à différents moments. Le moment où elle souhaite arrêter sa pilule parce que, par exemple, a envie de savoir si, après 10 ans de pilule, savoir si son corps fonctionne bien, puis désir de grossesse, puis voilà, la suite. Et en fait, c'est aussi des impacts sur la qualité de vie, comme on le disait. Donc, en fait, le médecin est là aussi pour avoir une écoute très particulière de ces femmes. Et tous les médecins ne sont pas en capacité ou n'en ont pas envie d'aller dans cette part de l'intime, de la vie privée. Et donc, c'est ce que Eric fait justement admirablement auprès des patientes. Il faut un désir d'accompagnement permanent de ces patientes. Voilà. Et ça, c'est une forte motivation. Si on ne l'a pas, je crois qu'il faut faire autre chose. Voilà. Stéphanie vous demande s'il y a des centres de PMA spécifiques pour les patientes atteintes d'endométriose, ou est-ce que finalement un centre de PMA, je ne sais pas comment dire, standard, pourrait suffire? Est-ce qu'il faut un double regard? Non, à chaque fois, il faut chercher les centres de référence, les réseaux dédiés à l'endométriose, parce que c'est une maladie à part. Et quel que soit son aspect, il faut la connaître mieux que la moyenne. Donc, ça fait appel à une expertise particulière. Et c'est pour ça que se sont créées ces filières de soins depuis 2022, suite à notre exemple de réseau il y a 20 ans, donc qui a été pris pour modèle, donc qui permet de faire entrer les patients dans des circuits de soins où les praticiens connaissent la maladie. D'accord. Parce que l'approche, elle est pluridisciplinaire. C'est pas un seul praticien qu'il faut voir. Et il faut que tout le monde ait un discours et un travail homogène. Dans notre réseau, on se connaît. On travaille ensemble, on se réunit régulièrement, on discute des cas les plus compliqués. Donc, les patients sont coucounés dans une équipe qui connaît la maladie. Et ça, c'est très important. Justement, Christine dit, voilà, elle est en province, elle rencontre visiblement une difficulté à pouvoir avoir un suivi vraiment pertinent là où elle est en province. Est-ce qu'on est contrainte, quand on est une femme qui souffre d'endométriose, d'aller dans les grandes villes pour avoir le suivi médical? Eh bien oui, hélas encore. Moi, je vois tous les jours des patients de toutes les provinces françaises et même, ce qui m'inquiète de plus en plus, de l'étranger. Donc, ça veut dire parce qu'il n'y a pas que la France. Vous avez la catastrophe, c'est pas la catastrophe. Et je dirais qu'en France, on est dans le pôle avancé, parce qu'ailleurs, c'est bien pire encore. Donc, la situation est complexe parce qu'on est trop peu nombreux pour faire face à toutes ces demandes. C'est évident. Et hélas encore, il faut aller dans des grandes villes, le plus souvent, pour trouver les moyens de se faire soigner correctement par une équipe concernée, pluridisciplinaire, adaptée. C'est pour ça que les filières de soins, on a fait ça, pour faire progresser tout le monde et qu'il y en ait dans toutes les régions. Moi, j'aimerais bien un jour ne plus voir des patients d'Ardèche, de l'Aveyron, ou du Nord, ou de l'Est. Voilà, c'est pas normal. Il faut qu'elles soient soignées localement par les équipes locales qui se constituent en filière et qui connaissent la maladie. C'est en train de se faire, voilà, progressivement. Le réseau est en train de s'étendre, si j'ai bien compris. Oui. C'est ce qu'on appelle les filières de soins dédiées à l'endométriose. Et ça, c'est en cours. C'est pas finalisé encore. Marjorie vous demande si ça peut ouvrir droit à une RQTH, une reconnaissance qualité travailleur handicapé ou pas. Je te laisse dire, Hélène. Oui, alors dans certains cas, effectivement, ça peut donner droit à cette RQTH. C'est aussi un parcours parfois compliqué, c'est-à-dire qu'il faut tomber aussi sur le médecin qui va être en mesure d'accepter l'idée que cette maladie existe, parce qu'on a encore, tout à l'heure Eric le disait, on a encore des médecins malheureusement qui ne croient pas en l'existence de cette maladie. Donc par contre, évidemment, si on a un médecin qui connaît la maladie, etc., on peut se faire aider notamment de son entreprise pour mettre en place le dossier. Donc nous, dans nos déploiements avec les entreprises notamment, on a aussi parfois des personnes dédiées qui vont pouvoir accompagner sur le sujet de la RQTH. Après, c'est une question de perception. Certaines se disent sentir cette notion de handicap, d'autres n'en ont pas envie non plus. Et tous les stades de la maladie ne sont pas les mêmes. Donc, je pense que ça, c'est aussi à considérer. Ça peut varier. Mais ça vaut le coup si on a besoin d'accompagnement, d'aménagement du temps de travail ou du lieu de travail spécifique, de regarder. Et je vois qu'il est 12h59 pour Eric. Oui, on va finir. Mais je vois une question importante sur le chat là. Est-ce que l'IA peut permettre d'écourter le diagnostic demain, d'aider les praticiens? Il faut quand même dire un mot, même en 10 secondes,
du test salivaire, hein, qui est en protocole innovation à la Haute Autorité de Santé, pour lequel on a été, nous, très participants, parce qu'investigateurs du test, qui a été validé scientifiquement, dont on attend beaucoup, parce que quand on dose le micro-ARN dans un bout de salive et qu'on l'analyse et qu'on répond oui ou non, il y a l'endométriose en fonction avec des signes cliniques évidemment derrière qui vont consulter, ça peut évidemment, le but c'est de raccourcir le diagnostic en passant de 10 ans à 10 jours. Hein. Donc ça c'est un espoir très fort. Et ça c'est grâce à l'intelligence artificielle qui a permis de faire ça, donc en grande partie. Donc ça c'est l'espoir de demain comme biomarqueur. Éric, je vois juste une question qui a été posée 2 fois, qui a apparemment été importante pour Harmonie. Que pensez-vous de Sawis qui est présenté comme un traitement de l'endométriose? Bien sûr, c'est un traitement puisque c'est des molécules dédiées à l'endométriose, fabriquées comme telles. Et d'ailleurs, c'est marqué sur la notice que ça n'est pas contraceptif, sauf que ça l'est quand même, parce que quand on prend un traitement hormonal en continu pour être enceinte, si on l'est, c'est que c'est le syndrome de la Vierge Marie, mais ça marche très bien. C'est aussi contraceptif, mais c'est d'abord et avant tout un traitement fait pour l'endométriose et qui est souvent très bien toléré, qui stoppe vraiment bien les règles et qui est donc très efficace. Ça ne veut pas dire que tout le monde le supporte. Hein. Il y a aussi des effets secondaires. Donc, ça fait partie des traitements modernes, effectivement, les plus récents, sur lesquels nos praticiens prescrivent de plus en plus tôt, hein, parce que c'est souvent bien toléré et tout à fait efficace. Et Aurélie nous dit qu'elle a pris 10 kilos hein, avec ce traitement-là, effectivement. Ah oui, non, mais je dis que tout le monde ne le supporte pas. Hélas, c'est pas systématique. On ne peut pas savoir à l'avance. Il faut tenter. Bien sûr. On arrête. Il faut faire des essais de 4 mois. Il ne faut pas le prendre 2 ans si ça ne va pas. Hein. Il faut faire des essais par période de 4 mois. Si ça ne va pas au bout de 4 mois, on change tout de suite. Ce n'est pas la peine de perdurer avec un traitement qui a trop d'effets secondaires. Ça n'a pas de sens. Ouais. Un grand merci, Dr Éric Petit, pour votre participation à ce webinaire. Merci aussi, Hélène Antier, cofondatrice de l'application Live, pour votre intervention.